Sous la pluie et la grisaille de ce matin de février 2025, les proches d'Émile se pressent sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Ses parents, Marie et Colomban, ici avec leur fille et leur nouveau-né dans sa poussette, s'apprêtent à enterrer leur fils, mort 1 an et demi plus tôt, dans la commune du Haut-Vernay, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de là. Les grands-parents du petit garçon sont également présents. Anne Vedovini avec son chapeau jaune et son mari Philippe, ici, avec son impair et son écharpe à carreaux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsque Colomban et Marie Soleil, les parents d'Émile, sont arrivés. On a vraiment vu qu'il y avait une séparation entre d'un côté les Soleil, de l'autre les Vedovini. Pour preuve, lorsque Colomban et Marie sont arrivés, Philippe ne les a pas spécialement regardés, ne les a pas pris dans les bras, ne les a pas salués. Alors peut-être qu'ils avaient eu ces échanges avant la cérémonie. En tout cas, c'est ce qui m'a, moi, le plus marqué le jour J. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de leur petit-fils, les époux Vedovini vont briser le silence et se confier à nos confrères de BFM d'ici. Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Nous ignorons toujours ce qui est arrivé à Émile. Nous regrettons le peu d'avancée dans l'affaire, malgré les moyens déployés. Une quête de vérité pour comprendre ce qui s'est passé le 8 juillet 2023 et ce qui est arrivé à Émile. Depuis le début de l'enquête, toutes les pistes sont explorées. Celle de l'accident, l'enlèvement ou encore la tragédie familiale. Et ce jusqu'à cet incroyable rebondissement ce mardi matin. Pour la première fois, 4 personnes sont placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Les grands-parents d'Émile et 2 de leurs enfants majeurs. Que savent-ils? Ont-ils un lien avec la mort du petit garçon? Auraient-ils pu volontairement dissimuler la vérité aux enquêteurs depuis plus de 20 mois? Tout commence le 8 juillet 2023. C'est le début des grandes vacances d'été. Dans ce paysage de cartes postales, entre pâturages et montagnes, au cœur des Alpes de Haute-Provence, Émile vient de rejoindre ses grands-parents dans le village du Haut-Vernay. Depuis plus de 20 ans, la famille passe tous ses étés dans une grande maison au cœur du hameau. Ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment une maison de montagne, donc c'est hyper rustique. On a de la pierre, on a du bois, on a une grande table hyper solide, une table familiale sur laquelle il y a toujours un café ou un morceau de tarte. Et du coup, on est vraiment plongé en fait dans l'intimité d'une famille, et une famille pleine de vie. Samuel Pruvot, de l'hebdomadaire Famille chrétienne, est le seul journaliste à y être entré et à avoir rencontré la famille du petit garçon. Une famille nombreuse, avec à sa tête Philippe et Anne Vedovini. Ce sont les grands-parents d'Émile. Ils n'ont qu'une 50aine d'années. C'est les grands-parents plutôt qu'on sent actifs. Ils sont très créatifs. Le grand-père, il fait des cabanes dans les bois. Et puis, avec un côté pas du tout néo-rural, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être néo, puisqu'en fait, ils sont de là, quoi. Et donc, ils sont super bien implantés dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une famille qui semble assez soudée, une famille nombreuse. Donc, les grands-parents ont eu 10 enfants, dont Marie, donc l'aînée, qui est la mère d'Émile, qui a 25 ans. Ils sont catholiques, pratiquants, ils vont à la messe assez régulièrement. À la messe, les femmes chantent, les enfants jouent tous d'un instrument de musique. C'est une famille qui vit selon ses propres traditions. Ce 8 juillet, dans la maison, aux côtés d'Émile et de ses grands-parents, se trouvent aussi ses oncles et tantes, dont le plus jeune est âgé de 8 ans. La journée de sa disparition, il a profité de la journée comme d'habitude avec ses oncles et tantes. Ensuite, l'après-midi, il aurait fait une sieste jusqu'aux alentours de 17 h. Ensuite, il aurait été changé par sa grand-mère.
Et peu après 17 h, le grand-père, les oncles, les tantes, jeunes, devaient s'en aller pour monter une clôture en bois sur le secteur du Haut-Vernay. Et à 18 h environ, la grand-mère du petit garçon va contacter le 17 pour donner l'alerte. Et du coup, elle leur explique que leur petit-fils a disparu, qu'il a échappé à leur surveillance, qu'il porte un short blanc, un t-shirt jaune. Colomban et Marie, les parents d'Émile, ne sont pas présents dans le village au moment de la disparition. Ils se trouvent à 2 heures de route, à la Bouilladis, près de Marseille, là où ils résident. Sur place, au Haut-Vernay, la panique s'est emparée de tout un village. Les gendarmes arrivent à 18 h 40. Les gendarmes vont tout de suite prendre l'appel très au sérieux parce qu'il faut savoir qu'en matière de disparition d'enfants, toute disparition est jugée inquiétante d'emblée. Très rapidement, de gros moyens ont été déployés. Moyens aériens également, avec un hélicoptère qui a été dépêché sur place. Des enquêteurs sillonnent le village et auditionnent 2 témoins qui disent avoir aperçu le petit garçon dans la rue principale. L'un d'entre eux est un adolescent. Ce témoin m'a expliqué qu'il faisait des travaux dans son habitation cet après-midi-là, qu'il avait aperçu le petit garçon. Pour lui, il était entre 16h45 et 17h. Des chiens à l'odorat exceptionnel sont alors déployés dans le hameau pour tenter de retracer le trajet exact qu'aurait pu emprunter le petit garçon. Des Saint-Hubert qui, dès les premiers jours, repèrent la trace de l'enfant sur ce chemin. Ils ont arrêté de marquer ici, là, ici, au lavoir. Et il semble, celles et ceux qui connaissent le petit et sa famille, que le petit Émile aimait venir ici. Pourquoi? Parce que là, il y a des lapins dans une cage et apparemment, il aimait beaucoup venir voir les lapins. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il soit peut-être venu ici, s'il en avait l'habitude, voir les lapins donner à manger aux lapins. Voilà. C'est la dernière trace qu'on a d'Émile a priori. Ouais. A priori, ouais, c'est là, c'est ici. Que s'est-il vraiment passé? Tout le village s'interroge et s'épie. La réaction des proches d'Émile étonne certains habitants. La grand-mère d'Émile m'a dit qu'il avait fait la sieste de midi à 17 h. Ça m'a paru bizarre pour un petit. Et l'un de ses oncles, de 15-16 ans, il avait l'air en colère et il répétait « Ça devait arriver de toute façon. Émile est intenable. » Gilles est un voisin du Bas-Vernay. 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore les suspicions qui rongent alors le hameau. Il y a beaucoup de gens qui... On ne sait pas pourquoi on racontait des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends. C'est tout. C'est pas la peine de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. On se croirait pendant la guerre, là. Quand il y a eu les dénonciations, c'est la même chose, quoi. On a accusé des gens à tort, quoi, qui ont dû passer de longs interrogatoires, quoi. Alors qu'ils n'y étaient bien sûr pour rien, quoi. Voilà, alors il y a un peu... Mais c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles qui se sont passées, quoi. Toutes les pistes sont étudiées par les enquêteurs, y compris la piste familiale. Ils découvrent une famille catholique traditionnaliste et des parents engagés un temps à l'ultra-droite. Marie et Colomban ont fait partie du Bastion social, un mouvement néo-fasciste fondé par des anciens membres de l'Action française, aujourd'hui dissous. On les voit ici sur cette photo, entourés de leurs camarades. Le père d'Émile, qui est alors étudiant-ingénieur, comparé en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses camarades est condamné. Lui sera relaxé. Colomban a tenu à donner des précisions sur cet épisode de leur vie dans l'hebdomadaire Famille chrétienne. On a largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait, en effet, un bref passage avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques, sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible.
les enquêteurs n'excluent aucune piste, d'autant que la famille et leurs voisins ont déjà subi un incendie criminel. Boulard, petit hameau à 12 km du Haut-Vernay. En 1968, les arrière-grands-parents d'Émile achètent avec 3 copains les maisons et l'église du village. Catholiques, utopistes, ils rêvent d'un lieu de vacances où ils vivraient heureux. Mais en 2019, le hameau est la cible d'un incendie intentionnel. Plusieurs mises à feu sont découvertes dans les ruines. La police ne retrouvera jamais l'auteur. Cet incendie aurait-il un lien avec la disparition d'Émile? Impossible de le savoir aujourd'hui. Les gendarmes doivent explorer toutes les pistes, y compris la plus sensible, la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il pu être victime d'un accident domestique, d'une correction qui tourne mal? La personnalité des grands-parents est aussi passée au crible. Des voisins décrivent une grand-mère soumise et discrète et un grand-père austère et rigide. Moi, j'ai jamais vu de gestes déplacés. Ça, c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça, c'est des enfants qui bronchent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, qui est capable de gueulante et qui veut le meilleur pour sa famille. Certains m'ont dit que c'était un peu à l'ancienne. Ça marche droit, ça file droit. Comme pour tous les autres membres de la famille d'Émile, le passé de son grand-père est scruté par les enquêteurs. Un événement retient leur attention. Dans sa jeunesse, il a été encadrant dans une école privée hors contrat, l'Institut de la Sainte-Croix de Riaumont. Ne vous inquiétez pas, ici on ne sépare jamais personne. Le voici sur cette photo, au cœur de cette communauté religieuse qui accueille des enfants, uniquement des garçons, venant tous de familles catholiques traditionnelles. Ils sont essentiellement arrivés là parce que c'est des enfants qui sont difficiles, qui sont réticents à l'autorité, qui ne rentrent pas dans le rang, qui ont déjà fait pas mal d'écoles catho-tradies. Et disons que Riaumont, c'est un peu l'école de la dernière chance. Et on sait qu'ils y seront encadrés de manière extrêmement sévère, extrêmement serrée. C'est des prêtres, ceux qui y sont, c'est des anciens militaires, c'est d'anciens parachutistes, c'est des gens qui sont forts, qui sont durs. Le grand-père d'Émile y serait resté un peu plus de 2 ans, entre les années 1991 et 1993. Il avait à l'époque une vingtaine d'années. Le grand-père d'Émile était zélé, c'est-à-dire qu'il appliquait vraiment bien les méthodes. Il était extrêmement violent. Il est décrit par les anciens pensionnaires comme un des plus brutaux, ultra violents même, on peut dire. C'était des humiliations aussi, c'était des mots très durs, c'était des insultes, c'était des punitions à genoux, à tenir des briques de chaque côté des mains pendant 3 heures, aller creuser des trous, faire des chantiers, enfin voilà quoi. Une plainte est même déposée par un ancien pensionnaire pour des faits qui remonteraient à 1993. Le grand-père d'Émile est finalement auditionné en 2018. Avez-vous été violent au cours de votre période d'encadrant? J'ai botté des culs et parfois j'ai donné des gifles, mais ce n'était pas souvent. A exprimé un haut-le-cœur lors de la présentation de votre photographie en audition. Comment l'expliquez-vous? Je ne sais pas pourquoi il a eu cette réaction, ça m'étonne. Comment expliquez-vous que plusieurs de vos co-encadrants confirment une certaine violence de votre part? C'est facile de charger un gars qui est parti et qui a eu un différend financier. Le grand-père d'Émile est alors entendu comme témoin, mais n'a pas été mis en examen. Cette affaire éclaire sa personnalité, mais n'a pas de lien avec la disparition de son petit-fils. Une enquête éprouvante pour cette famille soudée. Les parents d'Émile ne peuvent alors imaginer l'impensable. Il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et qu'il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur. Je sens des gens qui sont très dignes, mais qui sont effectivement en grande souffrance, et qui, loin de s'accuser mutuellement, essayent au mieux de se soutenir. Et je vois les enfants qui manifestement continuent
évidemment de faire confiance aux parents et encore une fois aux grands-parents qui avaient la garde. Ça me sidère de voir effectivement une famille unie. Une famille unie qui va vivre ensemble une nouvelle épreuve, la reconstitution du drame. Le 28 mars 2024, en ce début de journée humide et froid, une vingtaine d'enquêteurs investissent cette petite route qui mène au hameau du Haut-Vernay. Derrière ces barrières se rejoue à huis clos la fin d'après-midi où Émile a disparu. Il espère forcément trouver l'indice, trouver l'élément permettant de faire avancer cette enquête. Une mise en situation à laquelle participent 17 personnes au total. La famille de l'enfant, ses grands-parents, ses oncles et tantes, mais aussi les témoins qui disent l'avoir aperçu ce jour-là. Le principe de cette mise en situation, c'est que vous remettez tout le monde dans le contexte et qu'un des témoins peut quand même à un moment soit se contredire ou craquer littéralement et puis dire ben voilà, je sais ce qui s'est passé. Après 10 heures sur place, les parents d'Émile repartent dans l'une de ses voitures. La mère de famille, Marie, est au volant avec son écharpe sur la tête, aux côtés de son mari Colomban sur le siège passager. Juste derrière eux, dans un autre véhicule, le grand-père de l'enfant. Tous ignorent que moins de 48 heures plus tard, l'espoir de le retrouver vivant va s'envoler, définitivement. Une randonneuse découvre un crâne d'enfant sur un chemin à 2 km du Haut-Vernay. Les analyses pratiquées en urgence confirment que le crâne est bien celui du petit garçon. Il ne comporte pas de traces de coups antémortem, mais de petites fractures et des traces de dents infligées après la mort. Dans un premier temps, aucun autre ossement n'est retrouvé à proximité par les gendarmes. Le crâne aurait-il pu être déplacé ? Ce que l'on sait, c'est que le crâne du petit Émile n'a pas été enterré. Il y a eu d'importantes intempéries ces derniers mois, ces dernières semaines. On sait que ce crâne-là, il a été altéré par ces intempéries, mais on ne sait pas depuis combien de temps ce crâne, eh bien, il a été positionné dans cette zone, s'il a été ou non déplacé. Marie et Colomban, les parents d'Émile, sont prévenus par les gendarmes que les ossements de leur fils ont été découverts. Leur avocat publie alors ce communiqué. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Quasiment un an jour pour jour après ce communiqué, et autant de temps sans avancée visible de l'enquête, en cette mi-mars 2025, les événements semblent soudainement se précipiter. Il y a eu une série d'accélérations ces dernières semaines. Il y a eu une lettre qui a été reçue par les enquêteurs à la fin du mois de février, mais ils en reçoivent des dizaines, des centaines, des milliers depuis le début de cette affaire. Est-ce que cette lettre a déclenché des opérations sur le terrain? On ne sait pas. Il y a une dizaine de jours, c'est cette opération qui a été menée au hameau du Haut-Vernay avec l'église Saint-Martin qui a été passée au Blue Star, une jardinière qui a été emportée. On ne sait pas ce qu'ont donné les analyses sur cette jardinière. Des frémissements dans l'enquête jusqu'à ce mardi matin. Et ce stupéfiant coup de théâtre. Bonjour à tous, bienvenue. Notre édition spéciale se poursuit après ce nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Émile. 4 personnes sont actuellement en garde à vue, dont ses grands-parents. Garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Le domicile des grands-parents d'Émile est perquisitionné. La voiture du grand-père saisie, tout comme cette remorque utilisée pour déplacer des chevaux. Un oncle, une tante, sa grand-mère et son grand-père sont placés en garde à vue. Ils sont dans quel état d'esprit vos clients? Comme des personnes placées en garde à vue, si vous en connaissez autour de vous, vous pouvez imaginer ce que ça crée. Ça a été une surprise pour eux de voir... Oui, alors on s'attendait à un dénouement rapide, puisque grâce à vous, les médias notamment, on avait appris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait escompté, mais bon, après vous le savez mieux que moi, être placé en garde à vue, ça veut rien dire. Voilà. C'est une mesure dans l'enquête et on verra au terme de la garde à vue. Une garde à vue qui peut durer 48 heures, jusqu'à jeudi matin, pour les 4 membres de la famille Vedovini qui restent présumés innocents. Dans le même temps,
Des témoins sont également auditionnés.